Alors juste avant qu'on démarre les amis, je voulais préciser à ceux qui n'avaient pas vu passer l'info que mes vidéos sont désormais disponibles en podcast. J'ai pensé en gros à ceux qui prennent la route le matin, les transports en commun, peut-être au petit-déj, avant de s'endormir, à la salle de sport, que sais-je, ou peut-être ceux qui ont juste pas envie de voir mon visage, que toutes mes vidéos, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, toutes les plateformes d'écoute, sont désormais disponibles au format audio, si ça vous intéresse. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour un nouvel épisode de notre émission. Stan, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo sur le Maroc et je me posais la question de savoir quelle est la suite pour ce Maroc-là. Maintenant, avec leur demi-finale de Coupe du Monde, peut-être que de nouvelles perspectives s'ouvrent, plus d'expérience, recruter des binationaux, etc. Et ça m'a donné envie de parler peut-être du continent africain au sens large, de se pencher sur les sélections qui pourraient être les plus compétitives en 2026. Est-ce qu'un pays africain peut gagner la Coupe du Monde 2026 ? On sait que le président de la CAF ne se fixe plus de limites, il a dit prochain objectif, bon, un pays africain en finale de Coupe du Monde. Et il y a plusieurs sélections qui sont en train de bâtir des choses hyper intéressantes. Il y en a d'autres peut-être qui arrivent à la fin d'un cycle. Là, quand je regarde, par exemple, peut-être les trois visages du foot africain des dernières années, Mané, Salah, Mahrez. En 2026, Mané et Salah, ils auront 34 ans, Riyad Mahrez 35. Donc il y a peut-être une page qui se tourne. Et la question que j'ai envie de poser, c'est qui sera la sélection la plus compétitive dans 3 ans et demi et qui seront les nouveaux visages du foot africain. Donc voilà, plein de choses à dire et ça va être cool. Déjà, j'espère que tout roule pour toi et que tu es prêt parce qu'on a un gros programme. Très prêt, très heureux aussi d'être là aujourd'hui, comme d'habitude et tout. Ça fait plaisir d'être là et de débattre avec toi. Après, le programme, il est très intéressant parce qu'effectivement, il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver et c'est important d'en parler. Une page va se tourner, qu'on le veuille ou non, ça c'est une réalité. Et après, ce qui est intéressant aussi dans ce débat-là, c'est que qu'on le veuille ou non, le football africain est tellement compliqué, tellement difficile à prédire parce que tu as l'impression que pour pouvoir savoir un jour qui va dominer dans 4 ans, il faut prendre en considération tellement de facteurs qui va être le coach au sein de certaines sélections, est-ce que les fédérations vont se gérer et tout. Donc franchement, pour moi, un très beau débat en perspective, j'ai hâte d'en parler. Et oui, comme tu dis, le Maroc en ce moment, c'est les plus chauds, c'est les numéros 1 en Afrique. Ouais, on va en reparler. Ce qui est peut-être aussi crucial par rapport à cette Coupe du Monde 2026, c'est qu'il y aura 9 sélections africaines, peut-être même 10 en fonction du barrage, par rapport à 5 récemment. Donc ça étoffe encore plus la conversation. Écoute, honneur à toi. Sur quel pays est-ce que tu as envie de partir pour nous lancer ? Moi, j'ai envie de partir directement sur le Sénégal, en fait, tu vois, en premier, en me disant, je pense que le Sénégal, aujourd'hui, je dis le Maroc est la première nation en Afrique parce que pour moi, ce qu'ils ont fait en Coupe du Monde, c'était exceptionnel. On aura l'occasion peut-être d'en reparler au courant du débat. Mais le Sénégal, qu'on le veuille ou non, peut-être que effectivement la Coupe du Monde, le fait qu'elle soit en fin d'année, a fait de telle sorte qu'il y en a qui ont oublié, mais en début d'année, on a été champion d'Afrique. C'était l'aboutissement d'un long travail où on a laissé quelqu'un travailler à la tête de la sélection. C'est pour cela que je disais tout à l'heure qu'en Afrique, c'est difficile de prédire, te dire, mais dans 4 ans, il va se passer quoi ? Parce que tu te dis, il y a tellement d'instabilité souvent, il y a tellement de changements de coach, il y a tellement de choses qui se passent que souvent, tu as besoin de calme et de sérénité pour pouvoir travailler. C'est ce qu'a eu Aliou Cissé, il a très bien travaillé. Maintenant, c'est vrai que Sadio Mané va sûrement partir dans les prochaines années. Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, tout ça, c'était une ossature qu'avait le Sénégal depuis les Jeux Olympiques de 2012 à Londres. Cette ossature-là va partir. D'ailleurs, à ce titre, pour la première fois, si tu regardes bien, la dernière fois face à l'Angleterre, quand le Sénégal joue, je pense que c'est un des premiers matchs de Aliou Cissé où il n'a pas Gana, Cheikhou ou Sadio. Un des trois. En fait, tu te dis, waouh, il y a quelque chose qui va changer en fait. Il y a une nouvelle équipe qui va arriver, il y a des jeunes joueurs qui vont arriver. Et parmi ces jeunes joueurs-là, moi je pense qu'aujourd'hui le Sénégal est bien étoffé parce que moi je pense que des joueurs comme Bamba Dieng, c'est quelqu'un qui, offensivement parlant, je pense qu'en attaque, il va apporter quelque chose en équipe nationale. Certes, en club, c'est difficile à Marseille, moi ça, je suis d'accord, on n'est pas aveugle. Cependant, moi, j'ose croire que c'est un petit qui a cette expérience-là en Afrique. Et aujourd'hui, avant la Coupe du Monde 2026, avant cette échéance de 2026 que tu me mets là, Willou, j'ai envie de te dire qu'il y a une Coupe d'Afrique qu'il va falloir essayer de jouer et dans laquelle il va falloir essayer de maintenir ce titre de champion d'Afrique là, ou en tout cas de ne pas sortir, je dis bien, avec honte. Donc des joueurs comme Bamba qui ont déjà été champion d'Afrique, je pense qu'il peut amener quelque chose. Il a 22 ans, il est très jeune. Iliman Ndiaye, il est à Sheffield United, il a 22 ans, c'est un top player. Franchement, cette année, c'est le meilleur joueur de Championship. Il y a même pas de, je n'ai même pas là à discuter avec les gens, tout ça en deuxième division, c'est le meilleur joueur. Peut-être qu'ils vont
remonter en première, peut-être qu'il va se faire transférer, je ne sais pas encore. On a eu l'occasion de le voir à la Coupe du Monde. Dès qu'il est arrivé, sa qualité technique a fait la différence. Donc certes, tu perds Sadio Mané, mais tu regardes cette équipe nationale du Sénégal là et tu te dis, ok, il y a des jeunes joueurs qui vont arriver. Nicolas Jackson, il est à Villarreal, il joue en Liga, il est jeune, il a 20 ans, il va prendre de l'expérience, il va prendre du galon, il va s'installer en équipe nationale, il va prendre ses marques. Pape Matar Sarr, la dernière fois, il joue le derby face à Arsenal, on le jette comme ça en première ligue, il n'a pas été ridicule, franchement, c'est un boy aussi qui a 22 ans, Crépin Diatta, il en a 23, donc franchement, pour moi, l'équipe nationale du Sénégal dans le futur, sincèrement parlant, je ne m'inquiète pas trop, j'ai confiance. Mon seul problème, c'est de savoir, est-ce que Aliou Cissé restera jusqu'en 2026 et comment est-ce qu'un coach va gérer la transition. Mais voilà, pour moi, j'ai regardé un peu et je me suis dit, sans compter, il y a le CHAN qui est en ce moment qui est en cours, il y a plein de jeunes joueurs aussi là-bas qui ont espoir peut-être d'intégrer l'équipe nationale A, même si ce n'est pas facile, et il y a aussi l'aspect des binationaux. Donc franchement, pour moi aujourd'hui, je pense que le Sénégal en 2026, on sera toujours compétitif. Ah, c'est sûr que là, Aliou Cissé, s'il continue jusqu'en 2026, je pense qu'il aura une grosse décision entre les mains. C'est est-ce qu'on tire définitivement un trait sur la grande génération sénégalaise qui a poussé au succès en CAN et qui a fait ses grands noms. Tu as parlé bien sûr de Sadio Mané. On peut dire que Mané, il aura 34 ans en 2026, mais Edouard Mendy, il aura 34 ans aussi. Kalidou Koulibaly, il en aurait 35. Tu as parlé de Gueye et Kouyaté, ils en auraient 36 tous les deux. Nampalys Mendy, 34. Donc voilà, il y a une génération, il y en a, c'est sûr, ils n'y seront pas. Et il y en a peut-être que la question, elle se posera jusqu'au bout. Est-ce que tu gardes le vétéran, le leader, ou est-ce qu'on fait tout de suite confiance à cette nouvelle génération, quasiment à tous les postes, avec, c'est vrai, Iliman Ndiaye qui semble être la figure de proue, lui qui a déjà eu ces minutes-là en 2022 à la Coupe du Monde, qui était hyper intéressant. En 2026, ça semble lui être destiné, et en 2026, il aurait 26 ans seulement. Quand on se dit que Ismaïla Sarr, par exemple, qui a fait un bon mondial aussi, j'ai trouvé, il a que 23 ans en ce moment, donc en 2026, il sera frais peut-être dans son prime, la meilleure période de sa carrière, on l'espère. Comme tu as dit, autour de Pape Matar Sarr, il y a peut-être quelque chose à construire dans l'entrejeu, il a que 20 ans en ce moment. Bamba Dieng, Nicolas Jackson, Dion Lopi aussi peut-être, sur un tandem de l'entrejeu, etc. Donc ouais, pour moi, c'est le gros truc au Sénégal. Reconstruire une équipe ou peut-être risquer de faire le tournoi de trop pour certains. Ça va pas être évident parce qu'on a des gars quand même qui ont un certain statut. Et si eux veulent être là, ça risque d'être difficile pour un sélectionneur de dire à des Kalidou Koulibaly par exemple, non, je préfère faire confiance à un autre un petit peu plus jeune. Bon, en tout cas, c'est sûr que le Sénégal fera partie des 9-10 qualifiés et ce sera intéressant de voir ce que ça donne. Peut-être que pour continuer, moi, il y a pas mal de pays qui m'intéressent. Il y en a deux que je mets un peu à égalité à ma deuxième place. Si je dois répondre à la question quel pays sera le plus compétitif, quel pays africain le plus compétitif en 2026, il y en a deux qui m'intéressent beaucoup, peut-être encore plus parce qu'ils n'étaient pas là à la dernière Coupe du Monde. Et peut-être d'abord, on peut parler vite fait de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'était déjà une équipe hyper intéressante et j'étais déçu de ne pas les voir accéder au Mondial 2022. Là, ils ont des cadres, des gars qui, en 2026, par exemple, Seko Fofana, s'il intègre définitivement cette sélection et qu'il montre ce qu'il montre actuellement à Lens, que ça se poursuit sur les années qui viennent, en 2026, lui, il aurait 30 ans. Sangaré, bien sûr, il aurait 28 ans, dans la meilleure période de sa vie. Aller, 31, Kessié, 29, donc au milieu de terrain, ça peut être très très costaud. Ensuite, Pépé, Zaha, peut-être que ça fera un peu vieux, 31-33, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse avec la Côte d'Ivoire, c'est ce qui pousse derrière. Et quand je vois, par exemple, Odilon Kosonou, le central de Leverkusen, il aurait 25 ans. Amad Traoré de Sassuolo, il aurait 26. David Datro Fofana et Amad Diallo, les deux, ils auraient quoi, 24 et 23 ans en 2026. Donc, ils sont encore très très jeunes. Bien sûr, Datro Fofana qui a signé à Chelsea. Amad Diallo qui est prêté par United à Sunderland. Il a planté but sur but en fin d'année dernière. Il a bien fini 2022. J'ai Stéphane Singo, latéral droit du Torino, qui a 22 ans aujourd'hui. Abakar Silla, le central de Bruges, qui commence à faire un peu bruit dans le championnat belge, 20 ans. Diomandé de Lyon, peut-être, s'il retrouve un petit peu son meilleur niveau par rapport à ça. Mais la question que je me pose par rapport à la Côte d'Ivoire, et on aurait pu parler aussi de Jérémy Boga, qui ne sera même pas encore trentenaire, la question que je me pose par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est sur le sélectionneur, c'est un truc que tu as soulevé. Jean-Louis Gasset, qui a été nommé il y a quelques mois. J'ai l'impression que la vague récente
sur le continent africain, c'est plutôt de faire confiance à des sélectionneurs du pays. Quand on pense à Aliou Cissé, mais aussi Belmadi, Regragui, Rigobert Song, etc. Et moi, de l'extérieur, ça c'est un truc qui me parle plutôt. J'ai l'impression que c'est un peu plus facile d'incarner l'esprit de la sélection et d'inspirer les joueurs du pays. Peut-être qu'avec Gasset, qui aurait, genre en 2026, Gasset, il aurait 73 ans, je crois. Je ne sais pas si c'est la bonne formule, mais bon, à voir. On verra ce que ça donne sur les mois qui viennent parce qu'il vient d'arriver. Mais je crois que la Côte d'Ivoire, toi aussi, tu l'es considéré assez bien. Ouais, moi, la Côte d'Ivoire, j'avais les mêmes noms que tu avais, hein, surtout dans cette génération future-là. Parce que le plus intéressant dans le débat, c'est de dire dans 4 ans, c'est pas long. Donc en fait, il y a des joueurs qui sont là, ils ont 25, 26, 27 ans. Et normalement, eux, même 30 ans, tu dois être dans l'accompagnement. Donc il y en a qui seront encore là. On va à la Coupe du Monde, on voit bien Cavani, Luis Suarez, les tontons, ils sont là, Cristiano Ronaldo, Léo Messi, tout ça. Donc c'est tout à fait normal que tu arrives à la Coupe du Monde avec des joueurs qui soient encore, je dis bien, considérés comme étant âgés, mais qui soient encore au top de leur forme. Maintenant, en Côte d'Ivoire, si tu regardes, effectivement, moi je pense que c'est un effectif qui en 2026 doit être mature. En fait, là, c'est-à-dire, on dirait, ils vont sauter une génération. On dirait qu'il y a quelque chose qui va se passer en fait. C'est-à-dire qu'on ne les aura pas... Depuis 2015, là, ils ont disparu. La Côte d'Ivoire, ça a été un peu difficile et tout. C'est une grande nation de football, franchement. Ils ont eu une génération exceptionnelle qui a dominé pendant des années et des années, de 2006 jusqu'à 2015. En fait, ils ont enchaîné les finales de Coupe d'Afrique et tout. Ils n'ont pas eu de chance avec Drogba. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Avec Renard, ils ont gagné. Mais aujourd'hui, ces derniers temps, tu as l'impression que tu ne les as pas trop vus et tout. Dernière CAN, ils sont très intéressants. Malheureusement, il manque un tout petit peu de chance. La prochaine CAN, c'est chez eux. Ils arrivent avec un effectif qui, pour moi, normalement, franchement, ils sont chez eux. Pour moi, ils sont presque favoris. C'est-à-dire que pour moi, ils sont presque favoris, en fait. J'ai beaucoup de respect pour le Sénégal, le Maroc, toutes ces équipes-là. Mais les Ivoiriens, chez eux, avec cette génération-là, comme tu dis, les Seko Fofana, les Boga, à l'heure, tout ça, c'est des gars qui, dans 4 ans, normalement, ils doivent être à leur top. Donc, il y a un tremplin qui va se faire au niveau de la prochaine CAN. On va voir ce que ça va donner. Jean-Louis Gasset, bon, écoute... Il a un boy là qui est à Saint-Etienne qui s'appelle Crasso, qui est très très chaud en équipe nationale en ce moment en Côte d'Ivoire. Il claque but sur but et tout. C'est bien, c'est intéressant. Je me dis peut-être qu'il y a une fibre stéphanoise là-bas et tout. Mais tu vois, moi aujourd'hui, moi je suis pas dans un conservatisme, mais je trouve que c'est bien en fait effectivement de mettre en avant des coachs locaux, des coachs africains, des coachs qui connaissent la culture, qui connaissent le continent. Je dis pas que les autres ne connaissent pas la culture parce que ça peut s'apprendre. Mais c'est juste que je sais pas, c'est une fierté en fait d'être allé à la Coupe du Monde et d'avoir eu 5 sélectionneurs africains et tous les 5 se sont gérés en fait, tu vois, il n'y a pas de honte en fait, on n'a pas regardé en disant non, lui c'est un tocard, tout ça, non, franchement tout le monde a fait ce qu'il pouvait faire. Donc en Côte d'Ivoire, on va voir ce que ça va donner dans les prochaines années, mais pour moi franchement ça fait partie de ces belles équipes là, une belle génération. Sangaré c'est un top player au PSV, jusqu'à présent je comprends pas pourquoi personne n'allait le chercher. Et Sangaré là, je comprends pas, il est là-bas, il est trop fort. Boga, Kessié, Pépé, Cornet, tu sais, c'est plein de gars qui vont pouvoir encore jouer. Tu as parlé de Datro Fofana, on va voir ce que ça va donner à Chelsea, même s'il y a beaucoup d'attaquants, je ne sais pas s'il va partir en prêt ou quoi que ce soit éventuellement, mais pour moi, la Côte d'Ivoire a quelque chose à jouer dans les prochaines années. Il ne faut pas enterrer l'éléphant, franchement. Écoute, du coup, l'équipe avec laquelle j'hésitais sur cette seconde place, et peut-être que ça ressemble un petit peu dans l'idée, c'est qu'ils ont ce noyau fort de cadres, ils ont beaucoup de jeunes très très sympas qui poussent, et ils ont cette interrogation au poste de sélectionneur, c'est peut-être le Nigeria. Et quand on parlait justement de qui seront les futurs visages, les Mané, Salah, Mahrez de la prochaine Coupe du Monde ou des prochaines années pour le continent africain, Victor Osimhen, il a l'air d'être un prétendant très très sérieux, très très costaud. Ce sera peut-être Hakimi, Osimhen, un autre dont on va parler. Mais lui, il aurait 27 ans en 2026. Quand on voit ce qu'il fait en ce moment, là, à Naples, et pour moi, il a encore une bonne marge de progression en plus. Le truc avec Osimhen, c'est que là, il a 24 ans, il se procure un nombre d'occasions incroyable, mais même à la finition, je trouve qu'il pourrait être un peu plus tueur, faire encore des meilleurs choix, et il surperforme même pas forcément ses XG sur cette saison actuelle. Osimhen, je vois un énorme talent, et encore une marge de progression en plus. Bon, lui, pour carry le Nigeria, ça pourrait être très costaud. Et quand tu vois que Ndidi, Iwobi, finalement, en 2026, Ndidi, il aurait 29, Iwobi 30. Ouais. Donc ça va, il y a ce noyau solide de cadre. Et après, sur les espoirs, Calvin Bassey, par exemple,
26 ans, il aurait en 2026. Terem Moffi, il en aurait 27. Ademola Lookman, il en aurait 28. Oumar Sadiq, il en aurait 29, qui a fait un gros début de saison avec la Real Sociedad avant malheureusement de se faire les croisés. À voir s'il peut rebondir par rapport à ça. Et puis Raphaël Onyedika de Bruges, qui a 21 ans, milieu défensif titulaire. En ce moment, il a joué la Ligue des Champions cette saison. Il a été appelé pour la première fois. Tayou Aouni aussi de Nottingham. Bon, à voir ce que ça donne. Peut-être. La question, c'est le sélectionneur. On sait qu'ils ont eu des gros soucis avec ça. Gernot Rohr, ça s'est fini un petit peu bizarre. Aujourd'hui, ils ont pris un Portugais, José Pereiro, qui est aussi assez âgé. Est-ce que c'est le bon gars pour les amener très très haut en 2026 ? Peut-être il leur manque un gardien aussi. Il y a des interrogations, mais il y a des choses qui me plaisent du côté nigérian. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, ça m'étonne parce que le Nigeria, c'est un grand pays. Après l'Égypte, je pense que c'est le pays le plus peuplé en Afrique, ou c'est le pays avec la plus grosse population en Afrique avec l'Égypte. Et c'est un grand pays de football, c'est un pays d'intellectuels en fait. Et ça m'étonne que le Nigeria aujourd'hui, ils n'aient pas un coach Naija qui soit là à la tête de la sélection. Tu vois, c'est quelque chose qui est dans ma tête, je sais pas, c'est un paradoxe. Avec tous les grands joueurs qui sont passés là-bas, il n'y a eu que des grands joueurs en fait. Le Nigeria, c'est que... En fait, les années passent vite. Et les cycles passent vite, donc souvent on oublie. Mais même pas 2014, ils étaient là, en huitième de finale face à la France, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas, avant que la France aille perdre face à l'Allemagne. Donc le Nigeria, en fait, c'est une grande nation de football. 2013, ils gagnent avec Stéphane Keshi. Ils sont exceptionnels, tu vois. Donc pour moi, ils sont capables, en fait, dans les prochaines années, de redevenir compétitifs. Encore une fois, revient à ce point d'interrogation-là du coaching. C'est pour ça que je dis qu'en Afrique, c'est compliqué. Parce qu'en Afrique, tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Toi, tu es là, tu as une belle génération. Après, il y a une fédération, ils vont venir, ils vont tout foutre en l'air. Et tu ne comprends pas, en fait. Tu vois, il va y avoir des scandales à gauche, des scandales à droite, du vol d'argent, machin, tout ça, etc. Toi, tu es là, tu as une belle fédération, il y a un président de fédé, il va aller te mettre un coach, un tocard qui va être là, je dis bien, à dire donner le ballon aux meilleurs joueurs, etc. À rien mettre en place, à ne pas réfléchir, cogiter, parce que la vérité, elle est là. Aujourd'hui, Regragui, s'il a réussi à faire ce qu'il a fait, c'est parce que le gars, il s'est assis chez lui, il s'est dit, moi, je vais à la Coupe du Monde, je ne serai pas ridicule. Je ne serai pas ridicule, on ne va pas se foutre de ma gueule. Donc, il a réfléchi, il a cogité. Et c'est cette mentalité-là qu'ont eu les Aliou Cissé, les Belmadi, et c'est ça qui les amène aujourd'hui à constamment s'améliorer, avancer. Je pense qu'au Nigeria, ils ont vraiment le talent pour ça. Il y a plein de très bons joueurs. Emmanuel Dennis en fait partie aussi. Comment il s'appelle Onyeka, il est à Brentford, mais défensivement parlant, c'est un gars qui peut amener énormément. Il est physique, ils sont très forts. Tu as eu l'occasion de parler de Osimhen. Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, Osimhen, même ce qu'il fait là, c'est normal. Il peut faire mieux. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter aussi. Moi, c'est pour cela que je ne sais pas, des fois, peut-être que c'est pour ça que je deviens incompris. C'est que Osimhen là, il fait une saison. Ouais, tout le monde est comme, ouais, machin, tout ça. OK. Mais c'est ça qu'il doit faire constamment. C'est un attaquant, c'est un neuf, il a le physique, l'intelligence et on le voit aujourd'hui sur le terrain qu'il est capable de le faire. Osimhen peut mettre, je dis bien, plus de buts que cela. Osimhen peut faire des saisons à 25 buts normalement. C'est ce genre de potentiel-là. Donc aujourd'hui, Osimhen ne doit pas dormir sur ses lauriers. Le Nigeria a une Coupe d'Afrique à jouer, ils ont une Coupe du Monde à aller jouer. Et là encore, ça montre à quel point l'Afrique, c'est difficile. Franchement, c'est difficile. À la dernière Coupe du Monde, Wilou, il y a des équipes qui devaient être là. OK, à la prochaine, il y aura 9 équipes. Mais franchement, le Nigeria, il sort face au Ghana sur un barrage 0-0, 1-0. Tu vas aller où? Tu vas aller où? C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. La Côte d'Ivoire, t'en parles tout à l'heure, ils sont dans le groupe du Cameroun. Tu vas aller où? Après, le Cameroun, pour se qualifier, ils vont jouer l'Algérie. C'est difficile, en fait, de se qualifier en Afrique. Franchement, les gars souffrent. Les gars souffrent. Donc aujourd'hui, pour moi, le Nigeria, ouais, il y a moyen, il y a potentiel. C'est une des équipes sur laquelle il va falloir vraiment garder un œil. Effectivement, offensivement, il y a Terence Moffi, là, il passe under de radar parce qu'il n'est peut-être pas dans un club le plus médiatisé, mais c'est un excellent joueur. Franchement, c'est un excellent joueur. Victor Moïse, il va vite. La dernière CAN, j'aimerais rappeler aux gens, peut-être que comme je dis, le Nigeria, on veut les oublier, les enterrer et tout, mais à la dernière CAN, ils sortent face à la Tunisie sur un but de M. Sakni dans un match masterclass défensif de la Tunisie, alors que le Nigeria était la meilleure attaque de la CAN avant d'arriver dans ce match-là. C'était une des meilleures équipes, elle devait aller en finale. Donc pour moi, au football, tout est possible, mais j'ai hâte de voir. Bah justement, en parlant de ce que tu disais, le Ghana, moi aussi, me parle beaucoup parce qu'ils ont fait ce recrutement pour la dernière Coupe du Monde, les binationaux, etc. Peut-être que certains cadres pourraient commencer à devenir un petit peu trop âgés en 2026. Quand je vois Thomas Partey, ce que je te souhaite pas, j'espère qu'il va jouer encore 5-6 ans au top niveau. Mais en 2026, il aurait 33 ans, Iñaki Williams 32. Mais le truc, c'est qu'avec le Ghana, ils se sont découverts
leur futur superstar. Et lui, peut-être justement, quand on parlait d'Hakimi, Osimhen, peut-être que Mohamed Kudus, ce sera un de ces visages du foot continental dans les années qui viennent. Il aurait seulement 25 ans en 2026. Il a un nouveau statut, c'est le gars qui peut porter ce Ghana très très haut. Et quand je vois tous les autres jeunes qu'ils ont aujourd'hui, même si ça se passe pas très bien pour lui à Rennes, on connaît son talent brut, j'espère que ça va finir par marcher un jour. Kamaldeen Souleymana, il a que 20 ans aujourd'hui finalement. Mohamed Salissou, il en a 23. Tariq Lamptey, 22. Salis Abdoul Samed, 22. Alidou Seydou de Clermont, 22. Puis tu as plein de petits jeunes, les Kamal Sowa, Félix Afenadjian qui a été acheté par la Crémonaise 6 millions d'euros de la Roma, qui dit que Mourinho est son père, qui lui a donné ses premières minutes. Le petit Issa Hakou Fataou du Sporting, 18 ans, qui est la superstar de Football Manager 2023, qui a déjà 14 sélections avec le Ghana. Voilà, tout jeune peut percer et il a déjà joué la Coupe du Monde en plus. Donc, il était dans la liste. Il y a beaucoup de petites pépites qui poussent du côté du Ghana. Et voilà, ça aussi, ça pourrait être une histoire à suivre. Déjà, au Ghana, il y a quelque chose d'important qui va se passer dans les prochains mois, et je l'espère, c'est qu'il y a toute une génération qui va partir, en fait. Et quand j'ai toute une génération, c'est drôle, tu penses qu'ils sont nombreux, mais ils sont deux. Mais comme ils sont deux et qu'ils sont deux frères, c'est assez pour dire que c'est une génération, en fait. C'est que les Ayou doivent nous pardonner. Franchement, on les aime bien. Franchement, on les aime bien et tout, mais ils doivent partir, quoi. Il faut qu'ils partent et ils laissent les gamins là jouer. Et comme tu as eu l'occasion de le dire, même à la Coupe du Monde, on a eu l'occasion de le voir dans les matchs de préparation durant la Coupe du Monde. Il y a pas mal de jeunes au Ghana qui frappent à la porte de l'équipe nationale. Il y a pas mal de jeunes, en fait, qui doivent jouer. Et le Ghana, je pense qu'ils sont venus au mondial en essayant d'amener un équilibre un tout petit peu entre expérience et jeunesse. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné au niveau de l'expérience. C'est ça qui est quand même dommage, en fait. Parce que tu t'attendais à ce qu'André Ayou, il prenne l'équipe, il la porte, après Kudus, il le pousse. Mais c'est pas ça qui s'est passé. C'est Kudus, il a porté l'équipe et il s'est poussé tout seul, en fait, tout simplement. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de potentiel dans cette équipe du Ghana-là. Les Black Stars, à la prochaine CAN aussi, ça va être une équipe qui va être difficile à jouer. Pour moi, la CAN en Côte d'Ivoire va être une des CAN les plus compétitives, les plus intéressantes, les plus chaudes de l'histoire récente. Je le sens trop, en fait. Ça va être difficile d'une manière parce que toutes les grandes équipes auront en idée cet échange de 2026, ce que les Marocains ont fait. Il y a toute une vague, en fait, d'énergie en ce moment dans le football africain. Il y a les jeunes, ils ont envie de performer. Cette nouvelle génération-là, elle n'a pas de complexe. Kudus, il est ghanéen, il vit aux Pays-Bas, il est là-bas en train de percer, de bien jouer et tout. Il n'a pas de complexe, en fait, quand il va jouer les Pays-Bas un jour en Coupe du Monde ou quoi que ce soit. Et ça s'est vu à la Coupe du Monde dans des grands matchs, je dis, dans un groupe difficile. Donc pour moi, c'est une belle génération. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et ouais. Et puis il y a de très très bons joueurs. Semenyo, il y a le petit de Bruges, la Kamal Sowa aussi. En fait, tu as des boys qui sont très jeunes et qui jouent des grosses compétitions. C'est ça qu'on oublie aussi, en fait. C'est ça qui est fou entre Ghana, Nigeria, surtout ces deux nations-là. Tu as des petits qui sont très jeunes, mais qui jouent à Bruges, ils jouent à gauche, à droite, ils jouent des matchs de Ligue des Champions, ils jouent des matchs importants en Allemagne et tout. Ça prend de l'expérience. Après, pour moi, ça va payer. Ça va payer. Et 4 ans, la plupart arriveront à maturité. Pour moi, 25 ans, 26 ans, 27 ans, tu arrives à la Coupe du Monde. Et mon gars, si tu ne donnes pas tout, quand est-ce que tu vas tout donner, quoi? Ok, alors on a parlé Sénégal, Côte d'Ivoire, Nigeria, Ghana. Je crois que c'est le moment d'attaquer un gros morceau parce que je crois que l'Algérie est vraiment à un tournant de son histoire footballistique. Moi, je vois quand je regarde du côté algérien, donc une sélection qui ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde dans les conditions qu'on connaît. Ce barrage, il était bien sûr très particulier pour plein de raisons. Mais je crois aussi qu'on arrive un peu à la fin d'une génération. Quand je vois qu'en 2026, prochaine Coupe du Monde, Riyad Mahrez aurait 35 ans. Ben Sebaini 31, Mandi 35. Plusieurs des tauliers de l'Algérie arrivent en bout de cycle. Et il y a aussi ces cadres vieillissants, mais il y a aussi, je trouve, avec l'Algérie, des talents qui étaient des gros talents bruts dont on attendait beaucoup. Et finalement, on a été un petit peu déçus sur le rendement. Adam Ounas, par exemple. Hicham Boudaoui, personnellement, j'avais beaucoup d'espoir quand il est arrivé à Nice. Ça n'a pas donné ce que ça devrait donner, pas encore, même s'il reste jeune. Youssef Attal, à un moment, moi je le voyais comme un des tout meilleurs latéraux droits d'Europe. Et finalement, il a eu tellement de blessures, il a raté 68 matchs pour blessures sur les 3-4 dernières saisons, qu'on n'a jamais pu vraiment le voir franchir ce palier supplémentaire. Un petit peu ce qui s'est passé quelques années plus tôt, côté latéral gauche, avec Fawzi Goulam. À un moment, pareil, on le voyait comme un des meilleurs latéraux gauche d'Europe. Et trop de blessures, trop fragile physiquement. Donc, perso, en Algérie, je vois tout ça. Maintenant, je sais aussi que leur stratégie, et Sofoot a fait un bon article là-dessus il y a quelques jours, ils ont déployé un énorme réseau de scouts à travers l'Europe pour essayer de trouver les binationaux
qui veulent jouer avec l'Algérie, qui sont les futures stars potentielles. Et on parle de Haït Nouri qui aurait été convaincu, on parle d'Oussem Aouar qui aurait 27 ans finalement encore en 2026, même si lui il faut qu'il remonte un peu la pente. On parle d'Amine Gouiri, ça ce serait vraiment un énorme coup. Donc il y a un gros réservoir, c'est sûr, on le sait, côté algérien, il y a un très très gros réservoir du côté des binationaux. En même temps, cette génération un peu vieillissante, il y a vraiment quelque chose à reconstruire et pour moi, c'est une des histoires les plus fascinantes à suivre du foot africain en ce moment. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que moi, j'ai toujours dit, les Algériens, ils sont différents. Et quand je dis ils sont différents, c'est pas du tout péjoratif, c'est même très, très positif. C'est qu'en fait, ils ont une abnégation en eux. C'est que l'Algérien, il n'aime pas perdre, quoi. Et nous, on se connaît entre Africains, franchement. On se connaît très bien à la Coupe d'Afrique et tout. Et là, la dernière CAN, en fait, l'enchaînement des événements fait de telle sorte que moi, je sais que l'Algérie, ils vont revenir. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé le même coach. Pourquoi? Parce que le gars, aujourd'hui, il a repris son contrôle, j'ai envie de dire, en fait. Belmadi est en contrôle. Belmadi, aujourd'hui, il sait où est-ce qu'il doit aller. Il sait les erreurs qu'il a fait. Il sait ce qui s'est passé la dernière fois au Cameroun. Ce qui s'est passé au Cameroun, franchement, je ne parle pas du match de barrage. Je parle de la Coupe d'Afrique. Finalement, si tu regardes le match de barrage, tu te dis, OK, c'est logique. C'est-à-dire qu'à la fin, la manière à laquelle même, OK, l'arbitrage, machin, le but, Toko Ekambi, à la dernière minute et tout, mais tu regardes la suite des événements, l'enchaînement des événements et tu te dis, OK, l'équipe nationale d'Algérie, après avoir eu une série d'invincibilité extraordinaire, franchement, ça, il faut le dire. Hein. Ça, il faut le dire. L'équipe là a été forte. Hein. Mais l'Algérie, tu les regardais jouer, tu ne comprenais pas. Ils allaient partout en Afrique, ils tapaient les gens. Ils tapaient 4-0, 5-0, 4-0, 5-0. Tu étais comme, mais qui va les arrêter? On arrive en 2019. Nous, on a été vice-champion d'Afrique. La seule équipe qui nous a battus 2 fois, c'est l'Algérie. Donc pour moi, franchement, l'Algérie, c'est une grande nation de football. Et comme je dis, c'est un peuple avec une envie, une détermination qui est vraiment extraordinaire, en fait. Et j'ai envie de dire même que dans le paradoxe, ils sont tombés face à un autre peuple qui a cette même envie, cette détermination-là, mais qui est d'Afrique centrale, c'est le Cameroun. C'est pour ça que le clash en tant que tel, je pense qu'il a été aussi épique que cela, parce qu'en termes de caractère, c'est quand même quelque chose. Maintenant, si on se projette dans le futur, je pense, comme j'ai dit, Belmadi, il a changé. Il a appris de ses erreurs. Aujourd'hui, les Algériens aussi, ils ont vu ce qui se passe à côté. Tu regardes le Sénégal, tu regardes Jacobs. Tu regardes plein de boys qu'on a ramenés, tu te dis mais c'est des binationaux, Kalidou Koulibaly, tout ça, Nampalys Mendy, c'est des boys, ils ont joué, ils ont été formés, Clairefontaine, mais c'est vous qui les avez formés, nous on les a récupérés, tant mieux, tant mieux pour nous. Aujourd'hui tu regardes le Maroc et tu regardes que c'est une équipe, mais il y avait combien de joueurs? Il y avait Attala, Yahya Attala, qui était sur le côté, qui a été exceptionnel, qui était un joueur du Wydad, mais sinon tu les cherches, franchement tu les cherches, tous les autres c'est des binationaux, les boys ils parlent néerlandais, j'ai vu les Marocains parler là, non, j'ai dit le frérot il parle anglais, je comprends pas, j'ai dit toi tu parles anglais, mais c'est, tu sens que lui franchement c'est pas un boy de Casablanca, donc c'est pour dire Regragui il a expliqué qu'il faisait quand il parlait à l'équipe, quand il faisait les préparations d'avant-match, etc., il le faisait en 3 langues, l'arabe comme langue principale pour l'identité, etc., mais lui il parlait aussi français, anglais, et il y avait un traducteur pour l'espagnol, enfin tout un truc pour, parce que t'as les Ziyech, Mazraoui, donc les Amstelodamois, les néerlandais, t'as les francophones, t'as les hispanophones, Hakimi, et t'as les Marocains pur jus entre guillemets, donc ouais c'était vraiment un truc. Et c'est ce melting pot là qui fait la force de la sélection aujourd'hui, parce que comme je dis, le monde il a évolué, et ça se voit, parce que ces Marocains là ils sont venus, ils n'ont pas moins de sentiment d'appartenance que le Marocain qui est né au Maroc, qui a grandi au Maroc, qui n'est jamais sortis du Maroc. On l'a vu, on les a vus avec leurs parents, les mamans, tout ça. Franchement, c'était très, très beau. Et je pense qu'aujourd'hui, au niveau du Maghreb et même au niveau du reste de l'Afrique, il y en a plein qui ont appris de cela. Au Sénégal, nous, ça fait plusieurs années qu'Aliou Cissé, il se focalise sur les binationaux. Les Sénégalais se plaignent tout le temps. Il y en a toujours qui font « Ouais, mais dans le championnat, il y a des bons joueurs et tout. » C'est vrai. Mais Aliou Cissé, c'est pas ça son problème. Lui, son problème, c'est de rapatrier tous les petits boys talentueux avant qu'on les perde. Et l'Algérie est dans cette vibe-là. Haït Nouri, c'est un excellent joueur. Haït Nouri, ça fait plusieurs années en fait qu'il est bon. Hein. C'est juste qu'il n'a pas eu peut-être le temps de jeu qu'il fallait et tout. La concurrence est rude en première ligue. Mais là, il est en train de s'imposer. Je pense même qu'avec Lopetegui, il va réussir à trouver une place de manière permanente dans cet effectif-là. Oussem Aouar, mais Oussem Aouar, il n'y a même pas
pas 4 ans, 3 ans, 2 ans même, il devait aller à Arsenal pour 50 millions. Depuis lors, il est porté disparu, mais c'est un joueur qui a quand même un talent intrinsèque qui est énorme. Donc franchement, aujourd'hui, l'Algérie, pour moi, dans le futur, je ne m'inquiète pas trop, parce que comme je dis, Belmadi, il a appris de ses erreurs. Il est parti à la dernière CAN. Il y a certains joueurs qui ne devaient pas amener. Il y a une génération qui devait changer. Les gars ont dominé pendant trop longtemps, en fait. Et trop longtemps, c'est trop dire. Mais dans le football africain, quand tu domines pendant 3-4 ans, après, ça commence à devenir trop, tu vois. Au Sénégal, c'est la même chose. Pour moi, il y a un gros changement qui doit se faire, parce qu'il y a quelque chose qui fait que, OK, il faut qu'il y ait des gars qui partent. Merci pour tous les services que vous avez rendus, mais il faut que les jeunes arrivent. En Algérie, c'est ce qui va se passer. Donc, ouais, pour moi, j'ai beaucoup d'espoir. Maintenant, il faut que les binationaux aient envie de venir. La dernière fois, j'ai entendu, je pense, c'est Gouiri. Il est à Rennes. Je pense que c'est lui qu'on a posé la question et tout, en disant que le président de la Fédé algérienne avait dit qu'il était déjà, qu'ils étaient entrés en discussion avec lui ou quoi que ce soit. Et je pense qu'il a dit qu'il ne savait pas ou qu'il n'était pas truc. J'ai dit, bon, je pense qu'aussi, c'est important d'un point de vue supporter, moi. On a eu des cas chez nous au Sénégal comme ça, mais c'est important. Ça fait toujours plaisir d'avoir ce sentiment-là, je sais pas, d'appartenance du joueur, qu'il ne vienne pas parce qu'il a épuisé tous ces trucs là-bas. Regragui, il a dit récemment, je pense, beaucoup de respect pour les gars qui ont choisi très tôt. Genre les Guendouzi, machin, ils ont choisi très tôt, hop, c'est fini, c'est réglé, on ne parle plus et puis on passe à autre chose. Mais quand tu attends jusqu'à 24 ans, gars, tu es encore en espoir, tu veux être espoir jusqu'à quand? Tu veux être espoir jusqu'où même en fait? Mais pas chez les A, viens en Afrique, franchement c'est chaud, hein. Le continent est cool. Hein. En tout cas, mais ouais, j'ai beaucoup d'espoir pour les Algériens. Ok, alors du coup, j'ai toujours pas parlé de l'équipe que j'ai mis personnellement toute en tête de mon classement, même si c'est revenu quand même régulièrement, etc. C'est le Maroc. J'en ai pas parlé tout de suite parce que j'en ai fait une vidéo il y a pas longtemps. Donc, pour dire en synthèse mon idée par rapport au Maroc, l'équipe que j'imagine encore comme étant la plus compétitive en 2026, ils ont évidemment cette énorme performance sur laquelle s'appuyer. Attention, il y a des cadres qui arrivent quand même en bout de route. Je pense que par exemple, Romain Saïs, qui était un membre clé de la performance au Mondial 2022, même si un peu blessé sur la fin, on a commencé à voir les fragilités. Il aurait 36 ans en 2026. Je ne suis pas sûr qu'il sera encore là. Naïef Aguerd, 30. Pour un défenseur central, ça passe encore. Je pense qu'on peut compter sur Naïef Aguerd. Mais Saïs, à voir. Bounou, il aurait 35 ans aussi en 2026. Même si en ce moment, voilà, et pour un gardien, c'est pas forcément rédhibitoire. Il est dans la forme de sa vie. C'est plus peut-être sur les ailes que je me dis Ziyech, Boufal, les deux, ils auraient 33 ans en 2026. Là où tu as besoin d'explosivité, de percussion, est-ce que Sofiane Boufal, c'est un gars dont le profil dure bien avec les années? Moins sûr. Mais le truc qui me parle avec le Maroc, c'est qu'il y a ces cadres-là, il y en a qui vont rester. Et les espoirs, ça peut être vraiment intéressant. Quand tu vois qu'une des révélations de la Coupe du Monde, Ounahi, il a que 22 ans, donc 26 en 2026. Ounahi, il peut faire encore 2 Coupes du Monde tranquille en fait. Bilal El Khanous, dont on a vu quelques minutes, qui est un des, peut-être le futur prodige marocain, 22 ans il aurait en 2026, il en a que 18 en ce moment. Même Abou Khlal, finalement, il était assez jeune, 22 ans sur cette Coupe du Monde. Ilyas Chahir, 25. Anas Zarouri, qui a 22 ans, qui est en train de montrer de belles choses dans le Burnley de Vincent Kompany. Ça pourrait être un des gars dont on entend plus parler sur les prochaines années. Et puis, il y a plein de trucs pour le Maroc. C'est que déjà, 2 de leurs joueurs majeurs, potentiellement, ils n'ont pas pu compter sur eux en 2022. Et en 2026, j'espère qu'ils seront revenus de blessures, que ça ira pour eux. Imran Louza, par exemple, au milieu de terrain, je le verrais bien, aux côtés d'Amrabat et Ounahi. Et il aurait 27 ans en 2026. Amin Harit, s'il se remet de sa grosse blessure, à voir, mais il aurait que 29 ans, donc peut potentiellement rendre un service, même un gros service. Et puis après, ils ont aussi la question de ces binationaux, des joueurs qui veulent recruter sur les prochaines années. Et là, le terrain de jeu marocain, il est assez vaste. Quand je vois Amir Richardson, par exemple, du Havre, marocain-américain, qui est prêté par Reims, qui pourrait devenir un crack, on commence à en parler de plus en plus, 1m95 au milieu de terrain, tentaculaire, ça pourrait être pas mal. Et puis ceux qui commencent à percer là, Elias Benseguir, qui a planté un doublé pour ses premières minutes avec Monaco, à voir s'il choisit le Maroc. Ilyes Ousni aussi, qui a signé son premier contrat pro avec le PSG, dont on parle beaucoup en tout cas en France, et des Amin Adli, Sofiane Diop, comme tu sais, franco-marocain, sénégalais aussi. Donc, nous, on a essayé, hein, Sofiane, les gars, je pense que les gars, ils sont constamment. Je pense qu'Aliou Cissé, même la dernière fois, je pense qu'il avait un peu agacé, même en conférence de presse d'avant Coupe du Monde, qu'on lui posait la question en disant qu'il ne peut pas forcer les gars s'ils ne veulent pas venir aussi. Hein, donc, à un moment donné, je ne sais pas ce qui se passe avec lui, mais un excellent joueur.
À voir, à voir. Je sais que même ça parlait de Mohamed Ali Cho, même si lui, je pense qu'il attendra de voir peut-être si la France se positionne. Après, je ne le connais pas personnellement, on verra. Mais lui, il a 4 nationalités et peut jouer pour plein de monde. J'entends beaucoup parler de Ilias Akomash, 18 ans, du Barça B, qui est capitaine de l'Espagne U19 pour l'instant. Mais le Maroc, apparemment, met un petit peu le pressing dessus. Un ailier droit qui pourrait être très, très sympathique. Abdellah Raihani, 18 ans, qui a marqué 3 buts en Youth League avec l'Atlético récemment. Lui aussi, on a un regard dessus. Ils ont ces gros chantiers, la défense centrale, les ailes, mais ils ont du matos. Moi, peut-être la grosse question dans la perspective de 2026, c'est quand même dans 3 ans et demi, donc c'est pas loin, mais c'est pas juste là à côté, c'est Regragui. Est-ce que Regragui, tu vas soit réussir à poursuivre le cycle avec lui, ou alors peut-être même tout simplement réussir à le conserver. Moi, j'ai entendu un Regragui qui a dit en conférence de presse, si on ne va pas en demi-finale de la CAN, je pars. Il faut un gagnant à la tête de la sélection, il faut mettre l'ADN de la gagne au Maroc, etc. On doit avoir des objectifs élevés. Moi aussi, à travers ce discours, j'entends peut-être un Regragui qui pourrait être intéressé si un gros club venait taper à la porte. Parce que finalement, lui, son statut a totalement changé sur la Coupe du Monde. Et il vient quasiment de lancer sa carrière d'entraîneur professionnel. Il n'a que 47 ans, Regragui. Donc est-ce que, si jamais il y a un gros club européen qui se penche sur la question, est-ce que la fédération marocaine pourrait réussir à conserver Regragui jusqu'à la Coupe du Monde 2026 ? Ou pour lui, j'imagine qu'il y a un petit peu peut-être la peur de faire l'année trop. Tu as déjà fait une demi-finale de Coupe du Monde avec le Maroc, presque en 2026, tu peux que faire pire. Évidemment non, c'est possible d'aller encore au-delà, mais il y a ce risque-là aussi. Donc pour moi, c'est un gros enjeu du Maroc. Moi, je pense que dans la vie, franchement, de temps en temps, il ne faut pas avoir peur. Quand tu as déjà réussi à atteindre certains objectifs, il faut essayer d'assumer en fait son statut. Aujourd'hui, Regragui, il a un certain statut, il a un certain respect de la part de tous ses compères en Afrique, même si peut-être qu'il y a quelques années, les gars ne le connaissaient pas internationalement. Aujourd'hui, on le connaît très bien. Non seulement il a réussi à gagner une Ligue des Champions, quand il a gagné la Ligue des Champions africaine, pourquoi il ne s'est pas dit la même chose? C'est pour ça que je dis Regragui ne doit pas avoir peur. C'est ça, mais là tu vois, par exemple, il vient d'être nommé au trophée The Best avec Ancelotti, avec Guardiola dans le top 5. Mais tant mieux, mais Willou, mais que veux-tu, Willou? Tant mieux, franchement, Willou, si aujourd'hui on se lève, je dis bien, et que les gars décident de faire les YouTube Awards, machin, etc., et qu'on sort tous les YouTubers français, et il y en a beaucoup, ils ne sont pas dans le football, il y en a énormément, ils ont des 3, 4, 5, 6, 7 millions de subscribers, et après on dit Willou. Toi, tu vas t'asseoir, tu vas dire quoi? Tu vas dire non, j'ai pas ma place. Non, je suis pas d'accord. Tu as ta place. Tu as ta place parce que dans ta catégorie, tu es le meilleur ou tu fais partie des meilleurs. Donc la vérité, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, on s'assoit, on regarde tous les coachs africains, on regarde, je dis bien, ce qu'ils ont eu à faire ces dernières années. Et Regragui, si tu regardes bien, il fait partie de ces rares-là. Je pense qu'il y a Regragui, il y a Aliou Cissé, il y a Belmadi. Peut-être c'est eux en fait qui peuvent vraiment s'asseoir tous les trois et puis discuter. Parce que Aliou Cissé te dira que lui, il a pris une équipe en 2015 du Sénégal, mais qui est à la ramasse. En 2017, il sort en quart de finale face au Cameroun qui va gagner la Coupe d'Afrique. En 2018, un an après, il sort, je dis bien, au fair play à la Coupe du Monde. Peut-être qu'il aurait dû arrêter. Il va à la Coupe d'Afrique, il perd en finale. Il aurait dû arrêter. Pourquoi il n'a pas arrêté? Le cycle, si tu le regardes bien logiquement, après 2019, même les Sénégalais, il y en a plein qui disaient c'est bon, Aliou, merci, tu as fait ce que tu pouvais faire et tout. Mais il est resté, il a persévéré, il a gagné la CAN. Donc pour moi, franchement, je pense que Regragui, il a ce genre de personnalité-là. Le gars que j'ai vu parler en conférence de presse, le gars que j'ai vu s'exprimer durant toute la Coupe du Monde n'a pas l'air d'un gars, je dis bien, qui va se satisfaire de cette demi-finale-là. S'il pouvait aller en finale et battre la France, il l'aurait fait. C'est juste qu'il savait vraiment que, je pense que nous tous, on était d'accord que la France était plus fort, le contexte du match et tout, les Français sont venus, ils ont géré. Mais s'il pouvait le faire, il l'aurait fait. Et je pense qu'il a intérêt, à mon humble avis, je pense que c'est dans son intérêt de ne pas aller dans un club aujourd'hui. Tu vas dans un club, tu tombes dans une routine de tous les jours, ou si on va peut-être t'oublier quoi en fait. Alors que là, c'est bien le football international. Il y a du positif, il y a du négatif, il y a des choses qui sont très bien et peut-être moins. Mais aujourd'hui, moi, je pense que cette vitrine-là qu'il va avoir dès la prochaine CAN avec cet effectif-là, ça peut être une très belle vitrine. Et maintenant, c'est make it or break it à la prochaine CAN. Pourquoi? Parce que pour moi, le Maroc, c'est une très belle équipe, mais il y a des boys qui doivent partir. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette limite-là, en fait, que moi, j'ai toujours en me disant, est-ce que je vais à la prochaine CAN avec Boufal titulaire?
C'est une question à se poser. Hein. Boufal est très fort. Il a fait une grande Coupe du Monde, machin, tout ça. On l'a vu, on le connaît. Mais est-ce que tu es avec Boufal titulaire? Est-ce que vu la situation de Ziyech en ce moment, même si ça fait 2-3 matchs qu'il est très bon, il met des passes décisives et tout, mais disons, vu l'instabilité et tout à Chelsea, le nombre d'attaquants qu'il y a, l'été qui arrive, on ne sait pas où est-ce qu'il va jouer l'année prochaine. Parce que Ziyech, je ne sais pas s'il va rester à Chelsea et tout. Donc si tu regardes ça, tu te dis, est-ce que tu vas à la prochaine CAN dès janvier prochain, dans un an, Willou, dans un an, on est en pleine Coupe d'Afrique, est-ce que tu vas avec Ziyech sur le côté? Alors que tu as toute cette jeunesse-là de 19, 20, 20 ans, 21 ans, 22 ans, qui a assez d'expérience qui joue. Je pense que c'est là où réellement le tournant va être un tout petit peu... La première croisée des chemins pour Regragui va être là. C'est quel effectif va-t-il prendre pour essayer d'aller gagner la CAN? Parce que son objectif, c'est de gagner la CAN. Il y a des gars que tu ne touches pas, les Saïs, les Aguerd, les Hakimi, tout ça. Mais pour moi, il y a quelques petits gars, même s'ils sont très forts, c'est des stars dans cette équipe-là. Je me pose des questions parce que c'est important d'arriver avec le meilleur effectif possible, avec des joueurs compétitifs. Ouais. Mais ça montre la difficulté, tu vois, je trouve que tu la soulèves toi-même, là, la difficulté, c'est que une fois que tu as fait cette demi-finale de Coupe du Monde avec ce groupe, en tant que sélectionneur, c'est très très dur, en tant que coach, c'est très très dur de dire, enfin de dissoudre, de commencer à dissoudre ce groupe. Là, je trouve que tous ceux qui étaient titulaires à la Coupe du Monde 2022, ils ont pris 3 galons supplémentaires, ils ont ce statut maintenant, et toucher à ça pour Regragui, ça va être très très difficile. Enfin, je pense que son 11, il s'est naturellement solidifié. Si tu me dis qu'à la prochaine CAN, Regragui, il met Ziyech sur le banc, je vais être très surpris. Ouais, après ça, c'est vrai que ça peut paraître surprenant. Mais pour moi, entre-temps, il y a les matchs de qualification qui vont être importants. Il reste encore 4 matchs de qualification, si je ne me trompe pas, pour la prochaine CAN. Il y a une trêve là en mars. Mais le Maroc est dans un groupe où il y a une équipe Zimbabwe qui est déjà disqualifiée. Et ils ont gagné leurs deux. Ils auront l'occasion de jouer des matchs amicaux. On va voir un peu, on va voir ce que ça va donner. Mais pour moi, franchement, je ne sais pas si Regragui doit partir parce qu'il a fait un tellement bon travail. Il a réussi à unir le groupe et les jeunes ont confiance en lui. Et c'est important quand les jeunes s'identifient à quelqu'un. C'est que Regragui, qu'on le veuille ou non, la vérité, elle est là. C'est un Marocain, mais qui est comme son effectif. Regragui, c'est un Français. C'est un boy de la banlieue parisienne. Franchement, il connaît très bien. C'est-à-dire, qu'est-ce que Boufal peut vendre que Regragui n'a pas déjà acheté? Dis-moi, Willou, dis-moi franchement, qu'est-ce que Boufal peut venir vendre à Regragui qu'il n'a pas déjà acheté? Regragui est plus bandit que eux tous parce que Regragui, non seulement il maîtrise, je dis bien, la culture, la langue et tout au Maroc, mais en plus de ça, il maîtrise aussi cet Occident-là, d'où proviennent la plupart de ces jeunes-là. Donc Regragui, je pense que c'est vraiment le lien qu'il faut pour ramener tout ce talent-là et après construire, tu vois. Moi, je dis pas qu'il doit partir. Je dis juste que dans ses déclarations, je vois un gars qui se ménage un peu une porte de sortie et qui peut être intéressé, lui, par autre chose. C'est ce que je vois quand je vois un gars qui dit « Si on ne fait pas les demi-finales de la CAN, je partirai ». Je trouve que c'est un peu fort comme déclaration pour un gars qui vient de faire la demi-finale de Coupe du Monde 2022, que j'imagine, si j'étais son agent, je suis sûr qu'il y a plein de propositions qui sont venues de clubs européens pour Regragui, là, sur les mois qui viennent. Donc, ça va être un truc. Est-ce que tu quitterais une sélection pour aller coacher en D2? Je dis pas que... Parce que la vérité aussi, c'est de voir, peut-être en deuxième division anglaise, peut-être en... Non, moi je te parle d'un club de Ligue des Champions qui vient chercher Regragui. Ah ouais, carrément. Ah ouais, ça c'est parce ça. que le gars vient d'être nommé top 5 entraîneur de l'année. Oui, non mais je te parle pas d'aller prendre un club de Ligue 1, du ventre mou ou quoi. Je dis, le gars qui vient d'être nommé là dans le top 5 The Best, aux côtés d'Ancelotti, de Guardiola, il va y avoir des propositions. Et ce qu'il a fait, c'est remarquable. Et si demain, tu as un club européen, calibre Ligue des Champions, qui vient toquer à la porte, peut-être ça va être difficile à refuser. Et tu as le salaire même aussi, tu as le salaire aussi. Tu as le salaire, tu as plein de choses qui peuvent jouer, effectivement. C'est vrai. Bah écoute, on va voir ce que ça va donner. Mais il est encore jeune aussi, tu vois, avec l'âge qu'il a, tu te dis, tu as le temps. 47. Ouais, tu as le temps, tu as le temps. En tout cas, on va voir. Tu as le temps, mais tu as l'ambition aussi, peut-être. Ouais, tu vois, là, c'est peut-être qu'il n'a pas encore solidifié sa carrière comme étant forcément un entraîneur de sélection. Ouais. Et tu sais que si tu restes trop longtemps entraîneur de sélection, ce sera plus jamais possible de faire le virage vers entraîneur de club. Et même après, tu galères. Hervé Renard, ça a été le cas quand il est revenu prendre un club de Ligue 1. Je ne sais même plus c'était lequel là, c'était difficile et tout. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Donc, écoute, voilà grosso modo pour le Maroc. Peut-être il te restait 2-3 pays. On a vite fait parler du Cameroun,
qui perso me semble un peu quand je vois que Choupo en 2026, qui a fait une bonne Coupe du Monde en plus, il aurait 37, Aboubacar il aurait 34, Toko 34, Zambo 30. Eux, il y a vraiment une grosse colonne vertébrale qui va se déstructurer. Maintenant, peut-être Christopher Wu, Enzo Ebos, Mbeumo aussi, qui était pas mal au mondial. Lucien Agoumé de l'Inter qui est prêté à 3. Bon, il y a la question Onana à trancher aussi. Si Rigobert Song reste, Onana, qu'est-ce que ça va donner? Mais voilà, il y a le Cameroun, il y a l'Égypte dont on n'a pas parlé, le Mali, Tunisie. Est-ce qu'il y a, voilà, c'est quoi peut-être un ou deux pays qui t'intéressent Non, moi, finir. Vite fait, pour finir, j'ai envie de dire Cameroun, on ne sait jamais. Moi, comme j'ai dit avec eux, là, je me méfie tout le temps. Parce que quand est-ce que le Cameroun a eu une belle génération? Ils n'ont jamais de belle génération. Ils nous fatiguent à chaque fois, ils gagnent tout le temps. Ils vont amener un attaquant, ils amènent Eto'o Mboma, ils nous tapent, ils amènent des trucs. Ils sont fatigants. Franchement, c'est un pays tellement imprévisible que je me dis, le Cameroun, anyway, ils vont tout le temps être là, à traîner et tout, et vont sûrement essayer de gagner des titres durant les prochaines années. Cependant, moi, je pense que de toutes ces équipes-là, l'Égypte, je m'inquiète pour eux. Ça dépend. Je ne regarde pas le championnat égyptien, donc je ne sais pas en fait c'est qui les pépites. La vérité en Égypte, c'est qui la pépite à Erli, c'est qui la pépite à Zamalek. Après, s'il y a une pépite là-bas, immédiatement, tu sens qu'il y a quelque chose qui va se créer et tout, mais je ne sais pas pour les prochaines années ce que ça va donner. Par contre, moi, s'il y a l'équipe dont je voulais vraiment parler et finir avec eux, c'est le Mali. Pour moi, le Mali, c'est un paradoxe. En fait, c'est une équipe, ils sont comme le Sénégal. Tu sais, nous, on n'avait jamais gagné de CAN avant cette année. Ben, le Mali, c'est la même chose et ils méritent de gagner une CAN à un moment donné. En fait, c'est un pays de grands joueurs de football. Franchement, c'est pas une petite nation de football. Il y a eu de très, très grands joueurs maliens. Il y a eu, comment il s'appelle Salif Keita qui a bluffé les gars, les Français dans le temps. J'ai vu les documentaires INA, là, tu sais, les documentaires en noir et blanc. Ils sont comme, mais il était trop fort. Il prenait le ballon, il faisait de la magie, on comprenait pas. Le monsieur, il explique et tu vois que les gars étaient voilà quoi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, il y a tellement, sans compter effectivement les Kanouté, les Seydou Keita, machin, tout ça plus tard. Donc, il y a toute Gila Diarra, Lyon puis Real Madrid. Exactement, franchement, Mamadou, vraiment des grands joueurs, vraiment des top players. Et aujourd'hui, je me regarde, je me dis, il y a une belle génération aussi en ce moment qui arrive et j'ai espoir en eux. El Bilal Touré, 21 ans, il en fait partie. Il est à Almeria en Liga, c'est un très bon joueur, il va vite, il est efficace en équipe nationale. Amadou Aïdara, il a 24 ans, il est à Leipzig. C'est des boys qui arrivent à 25 ans, 28 ans, 25 ans, 28 ans. Tu as un équilibre où normalement, prochaine Coupe du Monde, pour moi, dans les 9 Africains, il y a le Mali. Pour moi, il y a le Mali dans les 9 Africains. Amadou Dante, c'est un jeune, il est à Stromgras en Autriche. Il est excellent, franchement. J'ai eu à regarder quelques vidéos rapidement. Je me suis dit, ok, c'est des boys, ils sont pertinents. Tu regardes les derniers matchs que le Mali a eu l'occasion de jouer, tu regardes les résumés, tu te dis, il y a des choses quand même intéressantes dans cette équipe-là. Tu vois, Ibrahim Koné qui est à Lorient, attaquant, qu'on a eu l'occasion de voir à la dernière CAN déjà, qui était déjà très très bon. C'est-à-dire que les Maliens, il y a toujours eu ce manque d'expérience, il y a toujours eu ce manque de chance-là qui faisait que soit ils sont éliminés en quart de finale, tout, mais ils ne sont jamais ridicules, sans compter en plus tout plein de gars qui, normalement, dans 4 ans, doivent arriver à leur prime. Djenepo, Bissouma, Samasekou, comment il s'appelle Amari Traoré, il est capitaine, mais 34-35 ans, normalement, dernière Coupe du Monde, machin, tout ça, et ça peut être toujours chaud quand tu vois ce qu'il fait jusqu'à présent. Des boys comme Doucouré. Donc, pour moi, il y a vraiment toute une jeunesse au Mali. C'est une équipe sur laquelle j'ai envie de dire aux gens de garder un œil. C'est eux, pour moi, les outsiders, en fait. C'est l'équipe qui, on la voit pas et tout, mais elle serait capable de faire quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Et même chose aussi, même pour le Burkina Faso un peu, tu vois. Belle génération de jeunes joueurs, des Edmond Tapsoba, tout ça. Même à la dernière CAN, ils vont en demi-finale. Tu les regardes, exactement. C'est nous qui les battons même d'ailleurs, dans un match où ils nous ont fatigués, ils ont été très bons. Donc, c'était pas mal, je les ai bien aimés. Il faut faire attention. Peut-être qu'on n'a pas beaucoup de regard sur eux, mais pour moi, Mali et Burkina Faso, il faudra garder un œil sur eux. Pas mal, très bien. Eh bien écoute, voilà, on a parlé de beaucoup de pays, on aurait pu parler d'autres. Tunisie, un peu, peut-être que là, il y a une nouvelle génération à construire autour de Animal Mejbri, qui a 19 ans, il en aurait 23 en 2026, etc. Mais pour eux, sans doute qu'une page se tourne, celle des Wabi Kazri, etc. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais ouais, c'était cool de faire ce petit tour d'horizon. Et j'ai déjà hâte d'être à la prochaine Coupe du Monde 2026. Mais effectivement, avant ça, janvier prochain, la CAN, que tu avais couvert sur place, non, la dernière? Oui, au Cameroun, c'était cool. Un mois de compétition, exactement. C'était sympa, ouais.
Donc, Et moi aussi, je vais regarder faut qu'on aille quasiment ensemble, tous les faut qu'on matchs. aille en Côte d'Ivoire. Allez. Tu sais, le mois de janvier, en plus, c'est le mois le plus calme un peu en termes de football européen. Tu as beaucoup de matchs de Copa del Rey, machin, tout ça. Vas-y, on fait pause, on va en Côte d'Ivoire, on mange notre attiéké et on fout le bordel. Et ça, c'est un projet. Ça pourrait être cool. Stade Willou pour la CAN. Non, franchement, ça pourrait être sympa. Grave, quoi qu'il en soit, ça va être un truc à suivre la prochaine pour sûr. Comme je l'avais fait à l'époque, je ferai les débriefs. Et peut-être sur place, donc on verra. Mais ouais, vraiment gros truc. Et ouais, c'était cool. Écoute, on va se retrouver très très vite pour plein d'autres vidéos, plein d'autres épisodes. Là, on s'apprête à tourner un sujet assez sympa sur ta chaîne. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller checker du côté de Stan. Vous aurez le lien de sa chaîne en description. Merci à vous d'avoir été présents sur ce long format. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et on se retrouve très très vite pour le prochain. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous. Ciao.